bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, avec Isabelle Legras, nous allons aborder un sujet qui est très particulier. Et le titre qu'Isabelle a choisi, c'est « Vivons-nous un monde saturé d'images ?» En réfléchissant à cette conférence, je me dis que depuis la nuit des temps, l'homme a peint des images. Ça a commencé dans les cavernes. Et puis, j'ai trouvé un truc intéressant. C'était dans l'Observatore Romano, le cardinal José Tolentino, qui est archiviste et bibliothécaire à la Sainte Église romaine, qui a écrit en 2020 « Il est bien connu que nous vivons à l'ère de la massification des images. Aucune autre époque de l'histoire n'a produit autant d'images et aucune autre, comme la nôtre, n'a été témoin de leur banalisation radicale. » Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Isabelle va nous le dire. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Isabelle de participer à notre programme. Merci beaucoup pour cette invitation, Jean-Pierre. Et alors, ce que je voulais vous proposer, c'est de ne pas vous projeter d'images, pour qu'on parle d'images ce soir tous ensemble. Et vous allez voir que finalement, les images, on peut déjà tous les convoquer sans forcément qu'il y ait une projection. Donc je trouvais intéressant peut-être de vous proposer qu'on échange sur ce thème ce soir sans forcément projeter d'images, même si je ne vous cache pas que j'avais des idées, mais je me suis dit c'est aussi un exercice qu'on peut faire ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est une image? Je vous propose de nous appuyer sur la définition de l'image qui est faite dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, qui rappelle que l'image, c'est à la fois la représentation, le portrait, le fantôme, l'apparence, par opposition à la réalité. L'image, elle reproduit, elle imite quelque chose, ce qu'on retrouve dans être à l'image de. L'image, elle imite le réel. Ça suppose qu'elle n'existerait pas en soi. L'image, elle donne à voir une représentation qui peut être visuelle, mais qui peut aussi être mentale. Et je trouve qu'il y a un tableau que vous connaissez toutes et tous, qui est célèbre, de René Magritte, qui est connu pour sa fameuse légende « Ceci n'est pas une pipe ». Et le titre de ce tableau, c'est « La trahison des images ». Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que tout l'enjeu autour de l'image se trouve autour de la représentation, du lien entre image et imagination, car l'image, c'est ce qui fait voir sans être la chose elle-même. L'image, elle va donner une représentation, une impression, en l'absence de la chose, dont pourtant elle est l'émanation. Et donc, en histoire de l'art notamment, il y a toute une variation autour de la ressemblance avec le modèle. Est-ce que l'image est fidèle? Est-ce qu'elle est plus ou moins exacte? Est-ce qu'elle est plus ou moins réaliste? Ou au contraire, est-ce qu'il va s'agir d'une image sublimée, idéalisée ou dégradée également? Alors, je vous propose un exemple de typologie autour de l'image. On peut tout d'abord identifier les images qui sont figuratives. Ça va être toutes les images qui représentent une personne ou un objet qui va être reconnaissable, identifiable et qui est censé représenter la réalité. C'est par exemple les images qu'on va voir dans un documentaire animalier. C'est une image satellite. Ça va être une radio du bras, de la jambe. On est sur une image qui représente quelque chose qui est proche du réel. Et puis on se rend compte que quand on parle par exemple des images du quotidien qui ont été captées par Doisneau, on est bien sur des images du quotidien, mais pour autant, il y a un merveilleux qui se dégage de ces images, même si initialement elles sont figuratives. C'est là qu'on voit que finalement, dans cette typologie, c'est pas facile d'identifier des limites entre une image figurative et puis une image qui va être plus abstraite, où il va y avoir un niveau de création de la part du créateur, de l'artiste engagé. Ces images abstraites, elles peuvent ne pas représenter le réel, comme par exemple dans un logo. On a une image, mais
ça ne représente pas quelque chose de tangible. Dans le portrait de personnages historiques célèbres, on va toujours voir la marque, l'empreinte de l'artiste, on va reconnaître son style. Et donc par exemple, dans le portrait de la Joconde, oui, on voit une jeune femme italienne, mais on voit aussi l'artiste. Donc il y a toujours, je dirais, quelque chose qui relève aussi d'une création, de l'engagement aussi du créateur par rapport à l'image. Et l'image, c'est également nourrir un lien étroit avec la notion d'imagination, avec la capacité qu'on a en tant qu'individu à former des images. Et par exemple, les écrits littéraires font la part belle aux images littéraires, aux métaphores, aux métonymies. Moi, il y a une... En poésie, j'aime beaucoup cette image d'Éluard. La terre est bleue comme une orange. C'est abstrait, c'est poétique, et pourtant ça nous dit énormément sur le monde, l'imaginaire poétique de l'auteur. Et puis à côté de ces images qu'on peut identifier comme figuratives, abstraites, on va avoir les images modifiées ou truquées. Des images qui cherchent à donner l'illusion, pour duper, pour manipuler la réalité. Tout ce qu'on appelle également les deepfakes aujourd'hui. Alors, c'est très difficile d'estimer le nombre d'images qu'il existe aujourd'hui. Je peux vous donner un ordre de grandeur par rapport à la médiathèque Wikimedia Commons, où sont disponibles plus de 120 millions de fichiers multimédia librement réutilisables, mais ça ne dit absolument, je dirais, ça donne un ordre de grandeur sur ce qui aujourd'hui est conservé dans cette bibliothèque et mis à disposition pour une libre réutilisation, mais on ne sait pas combien il existe d'images aujourd'hui. On y reviendra après, on va avancer quand même quelques chiffres. Mais ce qui est intéressant peut-être, au-delà des données quantitatives, c'est de se poser la question, finalement, à quoi sert une image? Il y a un enjeu de représentation, on l'a dit, mais au-delà. Une image, ça va servir à informer, à transmettre une information, finalement à énoncer un fait, comme dans un schéma scientifique, une image satellite. Et l'image, dans ce sens, elle a même un objectif éducatif. Mais, je dirais, à cet enjeu d'information, il y a également un enjeu de narration. L'image, elle permet de raconter une histoire. Elle met en scène un récit. On en a des exemples, j'allais dire, tout à fait palpables avec la bande dessinée, le cinéma, mais aussi avec les vitraux, par exemple. Il y a les images qui vont permettre une narration partagée, avec des images symboliques, comme la colombe, symbole de la paix. Il y a des images qui rappellent qu'on peut se raconter grâce à une image, avec peut-être, voilà, j'allais dire, ce biais narcissique, mais qui est le selfie. Et on voit bien la différence souvent entre un selfie et une photo d'identité, la photo d'identité qui va viser à informer, et le selfie, la photo qu'on va vouloir mettre en avant de soi. Et puis dans cette narration, dans cet enjeu de narration des images, il y a également un objectif de chercher à influencer. L'image, elle peut participer à une propagande politique. L'affiche publicitaire, elle sert à faire vendre. Il y a un enjeu aussi d'influence, de chercher à cultiver une image de marque dans une optique de fidéliser le client, d'influencer son comportement d'achat. Et puis à côté de cet enjeu d'information, de narration, peut-être que l'image aussi, elle ne sert à rien, qu'il y a un enjeu esthétique, qu'une image remplit également une fonction esthétique. Dire que l'image a vocation à être belle serait réducteur, mais l'image c'est aussi, peut-être, pour paraphraser Kant, ce qui plaît universellement et sans concept. Et donc l'image, quelles que soient ses fonctions, elle permet de saisir l'apparence extérieure de quelque chose ou de quelqu'un. L'apparence, mais pas l'essence. Et c'est pour ça qu'en philosophie, l'image est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre. Depuis Platon. Et on peut se référer notamment au mythe de la caverne,
qui nous rappelle que les images, elles trompent nos sens et elles nous détournent de la vérité, du savoir. L'allégorie de la caverne, elle est vraiment intéressante puisqu'elle met en scène des individus qui sont immobilisés dans la caverne et qui ne voient pas directement les objets qui sont en train de passer devant l'entrée de la caverne. Ils ne voient que les ombres projetées au fond de la caverne de ces objets. Et donc ils ne voient que des images. Et en philosophie, l'image, elle est du côté du monde sensible, du côté des sens. Elles ne permettent de saisir que les apparences des phénomènes et elles nous font rester du côté des ombres trompeuses. On est dans l'illusion de la vérité et on est détourné finalement de la vérité du monde intelligible et de la lumière. Donc dans la tradition philosophique, l'image, elle nous enferme dans l'illusion. Et c'est d'autant plus important que l'image nous laisse rarement indifférents. Si j'avais pris la décision de vous projeter des images, vous auriez eu des réactions par rapport aux images que je projette, forcément, que j'aurais choisi de projeter en vous disant est-ce que finalement cette image, je suis d'accord pour illustrer cet aspect, ah bah tiens, j'aurais peut-être pas pensé à cette image, je connaissais peut-être pas cette image. Il y a forcément une réaction, voire même il y a des images qui peuvent nous influencer. Il y a des images qu'on peut avoir vues une seule fois, mais qui vont rester ancrées dans nos mémoires. Et ce qui est intéressant, pour en revenir aussi au mythe de la caverne de Platon, c'est que les toutes premières images, elles sont apparues sur des grottes. Les toutes premières images qui laissent une trace de notre civilisation, on les retrouve dans les peintures, dans des gravures rupestres, sur des parois de grottes réalisées par les Homo sapiens. Et ce qu'on voit, c'est que au fil de ce cheminement, des premières images sur les grottes, aux images sur les papyrus, puis aux images qu'on peut retrouver d'ailleurs également sur des livres, on en parlait en introduction, aux images qu'on voit sur les écrans, puis qui inondent les réseaux sociaux, l'image, elle a conquis notre quotidien, partout autour de nous. Et en plus, on est dans une très belle salle où on est entouré par une exposition photo. On a des images autour de nous. Les toutes premières images qu'on voit apparaître sur les grottes, elles n'étaient pas simplement décoratives. Elles avaient sans doute un rôle spirituel, symbolique, voire magique. Et elles témoignent de la capacité des individus à représenter le monde, à le penser en dehors de l'instant présent. Ces images, évidemment qu'elles laissent une trace, qu'il y a un enjeu de mémoire autour d'elles, mais elles nous disent aussi quelque chose de notre tentative de figuration du monde, de représenter le monde. Et l'image, c'est vraiment la marque sacralisante de l'homme. C'est la thèse du philosophe Hans Jonas dans La liberté de l'image, Homo Pictor et la différence de l'homme. Il montre comment l'homo faber, celui qui fabrique l'image, va engager la liberté humaine, qui a un engagement de la liberté dans cette conception, dans cette création de l'image. Et puis, si on regarde sous l'Antiquité, les images, elles vont accompagner le développement de l'écriture en Égypte, en Mésopotamie, dans la culture maya. Les images, elles sont également en elles-mêmes un langage, elles portent également un langage, que ce soit les hiéroglyphes, que ce soit également les mosaïques, les fresques. Sous l'Antiquité, il y a un enjeu de narration derrière ces représentations picturales. Et donc ce qu'on peut voir aussi, c'est à quel point l'image, autour de l'image, il y a un enjeu de pouvoir, un enjeu de représentation du monde. Et on va voir notamment des ruptures importantes en matière d'histoire de l'art, mais je dirais également en matière de représentation de l'homme. À la Renaissance, l'image devient plus réaliste grâce à quelle invention? La perspective. À partir du XVe siècle, la perspective, elle permet de saisir le réel conformément à la vision humaine, à l'image de l'homme. C'est-à-dire que le monde devient commensurable par l'homme et qu'on assiste peu à peu à une représentation du monde à l'image de l'homme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter à quel point l'histoire de l'art nous donne à voir de belles images qui reposent sur le talent, sur le travail d'un artiste, de son atelier.
Et l'image, elle est rare. Elle est, à ce moment-là, élitiste. On a uniquement des portraits de personnages historiques, de personnages nobles. Il y a un monopole de la production d'images par les artistes. Et il y a également un contrôle de la circulation de ces images. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au XIXe siècle, l'invention de la photographie va permettre de capturer le réel, de le saisir dans l'instant présent, même si les premières photographies, elles vont surtout saisir des moments exceptionnels. C'est ce que nous dit de manière magistrale l'historienne qui est spécialiste de l'histoire des femmes, Christine Bard, dans un article qu'elle a publié dans la revue Apparence. Elle rappelle que les premières photos au XIXe siècle, sur ces photos, on pose, on porte ses plus beaux habits, et les portraits sont faits par des photographes professionnels. Et c'est vraiment le XXe siècle qui va consacrer l'image, on va parler de siècle de l'image au XXe siècle, parce que l'image va entrer dans la presse et toucher un public de plus en plus large. Et surtout, ces images vont permettre de représenter toutes les classes sociales. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une démocratisation de l'accès à l'image et de la circulation des images. Je m'appuie toujours sur les recherches de Christine Bard dans cet article qui identifie que c'est en 1932 que les effectifs de photographes de quartier sont dépassés par ceux des négociants en fourniture photographique. C'est-à-dire que désormais, c'est le fameux Kodak, appuyer sur le bouton et finalement la photo est prise. Peu à peu, toutes les classes sociales vont s'approprier leur image par la photographie. Et avec l'appareil photo, nous allons toutes et tous devenir des chasseurs d'images. Pour emprunter une expression dans Cinéma et Histoire de Marc Ferraud, on devient des chasseurs d'images. Et je vous propose de faire peut-être un petit focus sur les images photographiques, parce qu'elles nous en disent beaucoup sur notre rapport à l'image, justement. Et je vous propose de nous intéresser à un artiste génial qu'on connaît toutes et tous, Andy Warhol. Andy Warhol, à l'origine, c'est un dessinateur publicitaire. Et il va jouer avec la notion d'image en série démultipliée, à l'image de la société de consommation, qui multiplie les biens. Et qui d'ailleurs s'appuie sur la bonne image, l'image de marque d'un produit. Donc il y a toute une réflexion aussi en termes de marketing, en termes de positionnement d'un bien de consommation sur le marché, d'avoir une identité visuelle pour fidéliser le consommateur, de susciter des émotions positives chez le consommateur. Et là où sa création est géniale, c'est qu'il va s'appuyer sur la sérigraphie. La sérigraphie, c'est une technique qui est utilisée jusqu'alors dans l'économie de la publicité pour imprimer des publicités en grand nombre. Et lui, il va utiliser cette technique qu'il maîtrise dans son atelier artistique, qu'il appelle d'ailleurs, petit clin d'œil, The Factory, l'usine. Vraiment, il assume complètement cette idée de travail à la chaîne et travail industriel. Et là où sa démarche artistique est, j'allais dire, voilà, vraiment intéressante par rapport à la notion d'image, c'est qu'en fait, il commet un sacrilège sous nos yeux, toutes et tous. Il tue l'image unique. L'image qu'on a en histoire de l'art, du caractère unique de l'image, en la reproduisant à l'infini. Il va réutiliser une image qui existe déjà, et qui en plus est très populaire, que ce soit la bouteille de Coca-Cola, le portrait de Marilyn Monroe, les fameuses boîtes de soupe Campbell, et il les démultiplie dans sa création artistique. Donc ça me semblait intéressant effectivement de voir comment la photographie introduit un nouveau rapport à l'image, mais je dirais au XXe siècle, ce qui va également bousculer les choses et dans notre perception de l'image, c'est évidemment le cinéma, la télévision, la publicité, Internet, les réseaux sociaux. On est désormais dans un flux permanent d'images. Il y a à la fois une massification de la circulation de l'image, et puis l'image, elle a de plus en plus un rôle de divertissement. On assiste à l'apparition d'un univers visuel où on diffuse des images de manière simultanée qui vont toucher en masse une multitude de personnes.
Et on peut s'interroger sur finalement quelle perception on a aujourd'hui de ces images, dans la mesure où on fait face à une diffusion qui est massive, continue, et où il y a aussi une logique de sensationnel, c'est-à-dire de nous impacter d'un point de vue émotionnel. Il y a une logique sensationnelle qui prime désormais dans toute la communication autour des images. Ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'on est passé du statut de spectateur d'une image, de consommateur d'une image, plus ou moins consentant. On voit par exemple les affiches publicitaires. On est passé au statut de producteur d'images. On est toutes et tous capables aujourd'hui de prendre des photos très simplement avec notre téléphone, voire même de les diffuser sur les réseaux sociaux si on le souhaite. Et donc, avec toutes ces nouvelles technologies, ce qu'on peut noter, c'est que le droit à produire des images qui, jusqu'alors, étaient élitistes, réservées à des artistes, réservées à des catégories professionnelles spécifiques, ce droit à produire des images, il s'est très largement ouvert à toutes et tous. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les enjeux autour du droit à l'image sont aussi des enjeux qui sont devenus de plus en plus importants. Avec les jeux vidéo, on a aussi des images qui viennent concurrencer la réalité. Avec les casques de réalité virtuelle, on arrive même à basculer, l'image en vient à remplacer la réalité. L'intelligence artificielle aujourd'hui fait qu'il est de plus en plus difficile de saisir au premier coup d'œil quelles sont les images qui ont été retouchées, quelles sont les images qui ont été retravaillées, même si ce n'est pas l'IA qui a créé, ces fonctionnalités, mais en tout cas, elle démultiplie et elle facilite grandement le recours à ces modifications et finalement à cette trahison des images, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des biologistes qui s'inquiètent parce que il y a la circulation croissante d'images erronées de champignons vénéneux, par exemple. Il y a une illustratrice scientifique, Florence Delry, qui indiquait que quand on faisait aujourd'hui une recherche sur un papillon, on pouvait trouver la photo d'un papillon rose avec 3 paires d'ailes qui n'existent pas. Et donc aujourd'hui, il y a des fausses images qui circulent avec le risque d'effet papillon en cascade. C'est loin d'être un cas isolé. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'espèces animales qui sont inventées par les IA et qui apparaissent régulièrement parmi des résultats de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces fausses images, elles altèrent notre perception du monde réel et qu'en jouant sur les images, l'IA se joue de nos sens et appelle de plus en plus finalement à ce qu'on développe notre esprit critique face à ces images. Et elle pose la question justement de la fiabilité des images à l'heure du numérique. D'où l'importance aussi d'apprendre à lire une image, à décoder une image. Mais ce qui est évident, c'est qu'il est aujourd'hui très difficile de s'extraire des images autour de soi. Que ce soit effectivement par la publicité, Internet, les réseaux sociaux. Ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'aujourd'hui, une différence majeure, c'est que ce sont les algorithmes qui décident de la circulation et de la visibilité des images sur les réseaux sociaux. Qu'on n'exprime pas nécessairement, finalement, un consentement pour voir telle ou telle image. Donc oui, nous vivons dans un monde saturé d'images qui sont en plus, j'allais dire, dominées par des algorithmes dont les logiques nous échappent. Et puis je trouvais quand même aussi intéressant de rappeler que même quand on dort, on produit des images. Quand on rêve, on a parfois la chance de rêver d'images. Et il y a un roman magnifique que je vous invite à lire, qui est un roman coréen, qui a été traduit donc, aux éditions Piquier, qui s'appelle Le Grand Magasin. L'auteur, c'est, j'espère que je le prononce bien, Mi Yi Lee. Et le titre anglais, donc le titre français, c'est Le Grand Magasin. Et le titre anglais est très intéressant. Le rêve que vous avez commandé est épuisé. Et je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Si le thème des rêves et des images vous intéresse, il est merveilleux. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que notre rapport aux images, il oscille entre fascination, méfiance, défiance avec les images générées par l'IA.
Mais l'image, à chaque fois, elle nous transporte, elle nous fait voyager. Et finalement, on en revient à cette notion de narration. Elle est une promesse de récit. Elle nous met dans une position de spectateur, cette image, mais est-ce que nous sommes des spectateurs passifs, notre attention est captée par des algorithmes, ou est-ce qu'on peut encore être des spectateurs engagés qui conservent une faculté de jugement face à l'image? Ça, c'est une vraie question. Et c'est d'autant plus important de se poser cette question que les images, elles ont un pouvoir qui est bien réel. Et c'est la thèse centrale de Louis Marin, notamment dans son ouvrage Le portrait du roi, qui rappelle que l'image n'est jamais neutre, qu'elle est porteuse d'un discours, on l'a vu, d'une narration, mais qu'elle est porteuse d'un pouvoir, qu'elle participe à la construction de l'autorité. Il montre comment les images politiques, religieuses, servent à légitimer un ordre politique ou symbolique. C'est-à-dire que l'image, elle ne se limite pas à montrer visuellement. C'est un dispositif de représentation qui met en scène un ordre symbolique du monde. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu qu'il y a autour de la querelle des images. Icône en grec, ça signifie image. Et au-delà de la dimension spirituelle et religieuse, ce qui est intéressant, c'est de voir que la distinction entre icône et idole, qui se joue à une lettre près, elle renvoie à la problématique de dire est-ce qu'on prend le signe pour la réalité ou est-ce que ce signe est seulement un élément intermédiaire qui renvoie à la réalité. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a également une volonté politique de contrôler ce pouvoir des images, que ce soit par la censure ou au contraire en érigeant certaines images au rang d'icônes. On peut rappeler que Guernica de Picasso a été une image censurée politiquement en Espagne pendant la dictature de Franco, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Alors qu'au contraire, la photo de la petite fille au napalm, sur lequel il y a actuellement un doute sur la paternité de l'auteur de la photo, elle a été prise, cette photo, pendant la guerre du Vietnam, et cette photo, elle montre une petite fille qui est nue, qui est terrorisée, qui fuit un bombardement au napalm. Et elle a d'abord, cette photo, été rejetée par plusieurs journaux à cause de la nudité, avant de devenir une icône du pacifisme. Et donc cette photo, elle est également ancrée dans notre mémoire collective. Donc les images, c'est intéressant de voir qu'elles parlent à leur manière, elles créent une signification au-delà des mots. Et on peut rappeler que l'étymologie du terme image renvoie au latin imaginem, qui désignait autrefois les masques mortuaires. Le moulage de cire qui était prélevé sur le visage du défunt et qui permet donc de conserver un portrait fidèle de la personne défunte. Et je voulais ici faire un rappel à un texte de Pline l'Ancien qui revient sur l'invention de la peinture et qui rappelle comment finalement la peinture est née. Et pour vous en parler, je vais m'appuyer sur Pascal Quignard, sur une image qui manque à nos jours, qui est un texte merveilleux sur lequel on reviendra. Et ce qu'on peut rappeler, c'est que Pline l'Ancien, donc dans l'histoire naturelle, rappelle qu'une jeune femme, qui est fille du potier de Corinthe, tient une flamme au-dessus de sa main gauche. Dans sa main droite, elle tient un morceau de charbon. Et devant elle, debout, se tient l'homme qu'elle aime et qui s'apprête à partir à la guerre. Et que fait-elle? Elle se penche au-dessus de sa tête pour inscrire la ligne que trace l'ombre de sa chevelure sur le mur. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? À conserver son image au-delà de son départ et de sa possible perte à la guerre. Et ce qui est sublime, c'est que l'image, c'est ce qui permet de rendre visibles les traits, mais ça cherche à masquer, à cacher une absence. C'est-à-dire que dans l'image, il y a toujours quelque chose qui n'est pas montré, qui est de l'ordre de l'invisible. Et ce que nous rappelle effectivement Pline l'Ancien, c'est que l'image, elle fait apparaître les absents. Elle rend présent l'absent.
c'est un objet de substitution d'une certaine manière. Et on peut alors s'interroger sur que donne réellement à voir une image. Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde une image? Entre l'œil qui voit et la chose vue, il y a un mystère. C'est ce que nous dit de manière extrêmement délicate et poétique Grégoire Bouillet, notamment dans le syndrome de l'orangerie. L'auteur va visiter l'orangerie et voir les nymphéas de Monet. Et là, il a un choc esthétique. Il éprouve un malaise, un vertige visuel qu'il ne comprend pas au départ, puisqu'il a bien conscience de la beauté des nymphéas de Monet, de l'œuvre qu'il est en train d'admirer, mais pour autant, il y a un vrai malaise en lui, qui traduit très bien physiquement, intellectuellement, et donc il va essayer de se dire, mais quelles sont les images finalement derrière ces nymphéas? Qu'est-ce que je vois? Et il va mener son enquête. Et je vous invite à le lire parce que c'est génial. Parce que ça montre également toute la dialectique qu'il y a entre l'œil et le langage. Qu'est-ce qu'il y a derrière une expérience sensible? Et qu'est-ce qu'on retient? Et on n'oublie pas si facilement une image. L'image, elle laisse une trace, que ça soit dans la mémoire individuelle, dans la mémoire collective. On peut penser, je vais convoquer voilà, d'autres œuvres littéraires voilà, qui m'inspirent beaucoup. Il y a l'image obsédante de l'être aimé dans Bruges la morte, de Rodenbach. Et je voulais vous en parler parce que c'est le premier ouvrage littéraire qui a été illustré par des photographies. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est que tout l'ouvrage tourne autour de la notion d'image et de reflet. Autour de l'image qui hante, qui est comme un fantôme. Et vous avez dans le roman des photos qui remplissent une fonction qui est bien au-delà de celle de la simple illustration. Mais tout ça pour vous dire qu'une image, certes, il y a une représentation visuelle, mais c'est aussi une représentation mentale. Il y a une persistance mentale au-delà de la perception rétinienne. Il y a des images qui restent ancrées dans la mémoire, même quand finalement l'image palpable n'est plus là. Et si vous en doutez, je vous invite à lire La collection invisible de Stefan Zweig, qui est un texte qu'il a publié pour la première fois en 1925, et où vous allez découvrir comment un passionné collectionneur d'estampes en Allemagne, qui a peu à peu perdu la vue, va quand même se maintenir dans une illusion de bonheur parce qu'il connaît par cœur ces images. Parce que ces images, il les a complètement absorbées, ou alors c'est peut-être ces images qui l'ont absorbé. Mais il y a quelque chose qui montre à quel point dans l'image, il y a un pouvoir qui va au-delà d'une simple sensibilité. Et c'est là où notamment on peut parler de la thèse de la philosophe Marie-Josée Montelin, qui est spécialiste des questions de l'image. Elle rappelle que l'image exerce un contrôle sur nous, car elle véhicule des idées ou des envies qui vont déterminer nos pensées. C'est-à-dire que derrière l'image est un levier d'action. L'image est performative, nous dit-elle. Faire voir, ce n'est pas faire. Une image ne va pas nous demander de faire, mais va nous inciter à faire. C'est-à-dire qu'il y a derrière l'image un déclic, un choc visuel qui nous confère une force, qui nous insuffle une énergie, qui nous pousse à faire, à agir, à penser. Et on en revient à la thèse finalement du spectateur engagé. Est-ce qu'elle se vérifie toujours à l'heure du numérique? Est-ce qu'on est toujours en capacité d'être des spectateurs engagés à l'heure d'une forme de saturation visuelle avec le numérique? Puisque avec le numérique, l'image n'est plus rare, ça devient un flux permanent. Et c'est ce que nous explique Régis Debray dans son cours de médiologie générale. Régis Debray propose une histoire des systèmes de transmission en fonction de l'influence de la technique. Et donc on voit comment
la transmission culturelle, elle est différente quand la technique qui prévaut, c'est l'oral, l'écriture imprimée ou la communication audiovisuelle. Et désormais, nous sommes dans l'ère de la vidéosphère, qui est dominée par la communication audiovisuelle. Et on a une société qui, effectivement, va valoriser le visuel pour communiquer, même si l'écrit, j'allais dire, voilà, a encore un rôle qui est très important. Il y a vraiment, je dirais, voilà, un rapport de force qui est intéressant entre l'image et l'écrit. Et toujours, Régis Debray nous rappelle que dans Vie et mort de l'image, tout est une histoire de regard. D'ailleurs, le sous-titre de l'œuvre, une histoire du regard en Occident. Tout est une histoire de regard. Il n'existe pas d'image en soi. Ce sont les révolutions techniques, nos modes de vie, nos croyances collectives qui vont donner à l'image son statut et son pouvoir. Que ce soit les images des grottes jusqu'à celles de nos écrans d'ordinateur. Donc oui, nous sommes devenus des consommateurs d'images et nous devons faire preuve de modestie. On ne comprend pas tout ce qu'on voit. On n'est plus en capacité de comprendre tout ce qu'on voit parce qu'il y a un flux finalement continu. Alors, c'est difficile de trouver une source fiable, hein, mais il y a aujourd'hui plus de 140 milliards d'images indexées sur Google. Ça ne veut pas dire partout, hein, mais on est déjà à plusieurs centaines de milliards d'images qui circulent. Et là, en l'occurrence, sont indexées. Et à ces images indexées, on est non seulement effectivement consommateur, mais on est aussi producteur. Et c'est ce que nous rappelle un article de Philosophie Magazine de Sven Otheli. J'adore le titre « Clic-clac, c'est dans le smartphone ». Aujourd'hui, sachez qu'en moyenne, un utilisateur de smartphone prend 150 photos par mois. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui en prennent plus? J'allais vous dire moi aussi. Mais le nombre de photos stockées dépassera les 110 milliards en 2023. 90,9% de ces photos ont été prises par des smartphones. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut se dire, est-ce que finalement cette multiplicité des images apporte une diversité? Pas forcément. Parce que les photos qu'on prend sur smartphone, elles ont quasiment toujours le même format. Elles vont répondre quasiment toujours aux mêmes standards aussi esthétiques, techniques. Et donc finalement, on crée une multitude d'images qui sont standardisées. On n'a même pas, je dirais, un gage d'avoir une diversité qui, de manière cumulative, serait aussi importante que l'explosion du nombre de photos. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une production d'images qui est croissante, il y a une circulation d'images qui est croissante, mais que notre capacité d'attention, elle demeure limitée. Et donc, on n'est pas en capacité finalement de recevoir toutes ces photos qui sont en circulation. Et d'une certaine façon, est-ce que ce triomphe de l'image, ça n'équivaut pas à une mort symbolique de l'image? Puisqu'il y a une forme de banalisation des images qui en deviennent presque invisibles. Oui, il y a une surproduction des images. L'image est vue, mais est-ce qu'elle est regardée? Puisque finalement, une image, elle n'existe que parce que mon regard l'identifie, mais lui donne sens aussi. Et je trouve qu'il y a un auteur qui montre cette distinction de manière magistrale, c'est François Sching, dans 5 méditations sur la beauté. Il souligne le double sens du mot « vue ». Il y a la vue de celui qui regarde, mais la vue, c'est aussi la chose regardée, le panorama à la vue. Et ce trop d'images, finalement, a tué d'une certaine façon la puissance de l'image dont on parlait précédemment. L'image, elle est désormais en flux continu, éphémère, consommée et peut-être oubliée assez facilement. Elle ne résiste peut-être plus aussi bien au temps, à l'épreuve du temps, que les quelques photographies qu'avait
les générations avant nous et qu'ils conservaient précieusement, voilà, comme des témoignages d'une époque, des témoignages de moments heureux aussi qui pouvaient être vécus de manière collective. Et ça, c'est un sujet qui me semble très intéressant, c'est le rapport finalement de l'image au temps. L'image, elle nous permet de saisir l'instant présent, mais paradoxalement, quand on a trop d'images, les images ne résistent plus au temps. Et sans même parler, parce que ça serait presque, j'allais dire, une conférence en soi, des risques techniques, des risques de perte technique des données. Est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité, finalement, comment on conserve ces images? Alors heureusement, j'allais dire, il y a des établissements qui remplissent cette mission, comme la Bibliothèque nationale de France, qui dispose d'une banque d'images qu'on peut consulter en ligne et qui permet de découvrir les trésors iconographiques de la BNF. Sachez qu'il y a d'ores et déjà près d'1 million d'images qui sont disponibles dans cette banque d'images de la BNF. Pour vous dire à quel point on est toujours quand même sur des éléments, des grandeurs qui sont phénoménales. Alors oui, on est entouré d'une multitude d'images, et pourtant, il en manque. Il nous manque peut-être les images les plus fondamentales, celles que Pascal Quignard, que j'ai précédemment évoquées sur l'image qui manque à nos jours, évoque comme étant des images fondatrices. Alors je vous propose de ne pas vous dire quelles sont ces images, de le découvrir en le lisant, et si certains d'entre vous sont intéressés, on en discute à la pause. Mais comme ça, je ne révèle pas quelles sont ces images, mais oui, il y a des images fondamentales qui nous manquent. Et ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que ce pouvoir des images, c'est celui de défier l'espace et le temps. L'image, c'est une promesse de voyage dans le temps. Elle permet de saisir l'instant présent et de naviguer sur un flot de souvenirs. C'est ce que montre notamment avec beaucoup de poésie Sanaka Hiraji dans son roman « Le gardien des souvenirs », qui va convoquer un personnage qui nous confie que, en regardant une simple image, eh bien, il s'est souvenu de plein de choses qui se sont passées à l'époque en question, et qu'à force d'user ses rétines dessus, sur cette photo, sur ce cliché, eh bien, il ne voit plus l'image. Elle voit un amas de points de couleur, mais elle a également l'impression que derrière cet amas de points de couleur, il y a des sons, il y a des sensations, il y a toute une atmosphère qui est finalement figée, mais qui vit dans cette image. Il y a quelque chose qui est vivant dans l'image, et qui a une part de vie qui est extrêmement importante. Et donc ce que je voulais vous proposer, puisque je ne vous ai pas projeté d'image, c'est peut-être qu'en conclusion, vous convoquiez les images que vous avez envie de voir là maintenant, à l'instant présent. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et ça, c'est notre liberté à toutes et tous. Oui, on est saturé d'images, mais on a encore la possibilité, j'allais dire, voilà, de conserver en soi celles qui nous parlent le plus, celles qui font de nous aussi des spectateurs engagés, avec une faculté de jugement, avec une faculté de conscience, d'imagination, parce que derrière l'image, bien sûr, qu'il y a le raisonnement, la pensée, mais il y a aussi plein d'autres choses en termes d'imagination, de sensation, de ce qui fait de nous aussi, voilà, des êtres humains. Et derrière aussi toutes ces images, il y a finalement une fresque, une mosaïque, qui est à la fois très individuelle, mais qui est aussi collective. Et en ce sens, je pense que l'image continue encore de nous engager véritablement. Merci. Vous vous souvenez du slogan « Le poids des mots, le choc des photos » ? C'était Paris Match. Vous vous rappelez ? Ça n'a pas changé. Et les spécialistes du marketing ont particulièrement su bien s'approprier des images avec des choses qui sont, que je considère absolument abominables, souvent des images de femmes qui sont utilisées pour vendre une voiture, du parfum, mais de la nourriture pour les chats également. Hein. Les publicistes n'ont aucune retenue. Mais ça montre le poids de l'image
et ce que l'on en retient. Et Isabelle ne nous en a pas parlé, mais lorsque l'on ferme les yeux, il y a une image qui reste. C'est ce qu'on appelle l'image rétinienne. Et celle-là, ben, on peut l'oublier instantanément ou bien décider de la conserver longtemps. C'est comme dans les rêves. Moi, je disais souvent aux petits-enfants, rêve en couleur, bonne nuit, va rêver en couleur. Parce que souvent, on rêve en noir et blanc. Et qu'est-ce qui nous empêche de rêver aussi en couleur, si on y est invité? Voilà, je vous invite à rêver en couleur, mais aussi à vous exprimer à propos des images. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le nom de livre sur l'orangerie? Le syndrome de l'orangerie, de Grégoire Boulier. Oui. Merci. Grégoire Boulier, le syndrome de l'orangerie. Oui, Jean-Michel. Le dessin humoristique est-il une image? C'est une image en tant que dessin, oui. Et ça le dit beaucoup en termes de narration, Oui. avec des doubles lectures, des lectures multiples, oui. Au moins, elle a plus de force qu'une vidéo, Qu'un discours. Sur Internet. Isabelle nous en a juste un tout petit peu parlé lorsqu'elle évoquait l'utilisation des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, qui sont des images, ont au moins un triple sens de lecture. Il y a le sens ordinaire, donc celui qui passe devant et qui voit une image, qui se l'approprie telle qu'elle est, et puis il y a le sens de celui qui a la connaissance, et puis il y a le sens de Dieu. Donc il y a ces trois niveaux de signification de cette image. Oui, vas-y. Est-ce que on ne serait pas aussi victime d'être manipulé dans notre imaginaire? Et ça veut dire mes limites de ce que je connais et que mes mémoires de la retenu, et j'ai donné préférence dans ces images connues ou inconnues. Je le connais une fois, je l'ai vu une fois, il est intégré dans un certain imaginaire collectif, personnel. Donc, est-ce que nous, vu où nous sommes, quelle image, à mon avis, aujourd'hui, on est dans la dystopie, c'est fini, quelque part, personnellement, il y a la beauté encore, mais l'image banalisée, utilisée et bombardée pour une dystopie pour le climat, est-ce que nous ne serait pas maintenant victime de gens qui savent très bien qu'est-ce que c'est l'image, de pouvoir les créer dans mon imaginaire, et finalement, avec son imaginaire, ma personnalité, mon regard sur le monde. Est-ce que vous serez à cette époque un peu... On peut dire qu'on est parasité, en tout cas dans notre lecture des images, il y a des choses qui peuvent venir nous parasiter. Qu'on regarde, la capacité à regarder une image de manière innocente, on la perd, c'est-à-dire qu'effectivement, on nous apprend peut-être à regarder des images, on accepte un degré aussi de violence, un degré d'image qu'on reçoit. Et je pensais, voilà, notamment par rapport à un enfant, oui, effectivement, on a un conditionnement social aussi dans notre lecture des images. Enfin, je suis assez d'accord sur le fait que notre rapport à l'image, on le reçoit et il est porteur aussi de ce que l'époque, j'allais dire, voilà, de représentation collective et de ce qui est acceptable, pas acceptable, ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer. Donc, je dirais que oui, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit, on n'est pas... D'où l'enjeu, j'allais dire, mais c'est toute la difficulté, hein, d'essayer d'être toujours dans cette capacité à mobiliser une forme de jugement, d'esprit critique, mais justement parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus parasité dans notre lecture des images, par rapport, vous employez le terme, voilà, qu'il y a des bombardements d'images, oui, de dire, mais finalement, on construit aussi un imaginaire collectif avec les images qu'on voit sans demander, qu'on reçoit finalement sans qu'il y ait une forme d'expression de consentement d'une affiche publicitaire, tu en parlais. Enfin, donc oui, ça fait partie de représentations mentales avec lesquelles on construit notre perception de l'image. Je suis assez d'accord. Il y a une discipline qui est née il n'y a pas très longtemps, qui est l'éducation aux médias. L'éducation aux médias, tout à fait. C'est un métier tout à fait nouveau, en fait, une discipline
qui a, je pense, à peine une vingtaine d'années. Avant, on ne parlait pas d'éducation aux médias. Alors que c'est aujourd'hui de plus en plus important d'apprendre à reconnaître et à recevoir une image. Je ne sais pas si vous avez joué avec un kaléidoscope. C'est absolument magique. On peut passer des heures entières à se nourrir de ces images, mais de manière volontaire, et j'allais dire, parce qu'en choisissant, en inventant les images pour soi. Et on va pouvoir peut-être les raconter, mais lorsqu'on va les raconter, on va forcément les déformer. Alors que lorsqu'on regarde dans l'objectif, et là on se nourrit de plein de couleurs. Et là, c'est un exercice qui permet, me semble-t-il, de développer de manière exponentielle son imaginaire. Parce qu'on peut partir en voyage, tu en parlais tout à l'heure, on peut partir en voyage avec des images. Alors, soit des images que l'on voit, mais que l'on reçoit de manière involontaire, et souvent imposée, ou alors des images que l'on se crée. Se souvenir de ses rêves. Exactement. Oui. Moi, je pense qu'il y a tellement d'images. Je vais prendre un exemple simple, c'est la publicité. Quand on était gamin, il y avait pas beaucoup de publicité, et on regardait les publicités. Et maintenant, quand il y a la publicité, moi j'ai l'impression que, bon, un peu parce que ça profite de faire autre chose, mais aussi mon cerveau, il zappe. Vous m'avez peut-être entendu le dire déjà, McDonald's passait dans les collèges et proposait l'installation d'un caméscope et d'un téléviseur dans chaque classe. La contrepartie, c'était que les enfants regardaient la télévision 20 minutes par jour. On gavait les enfants de 20 minutes d'image, et la contrepartie, c'est on te file un téléviseur et un magnétoscope. Mais où en France? Bien sûr. Mais aujourd'hui, Apple distribue gratuitement des tablettes dans les écoles maternelles et communales. Et les tablettes, c'est la même chose. Hein, pas avec des conditions pareilles. Mais oui, c'est un cadeau. Moi, j'ai entendu que les parents d'élèves avaient discuté du sujet, c'est des amis, et les parents ont dit que s'il n'y avait pas ça, ils ne seraient pas adaptés au monde qui arrive, donc les tablettes sont à l'école. Les enfants se font eux-mêmes presque discuter s'ils n'avaient pas la problème. En ce moment, il y a un énorme débat à propos de l'utilisation des smartphones, où certains disent qu'il faut bloquer le smartphone, interdire le smartphone avant l'âge de 15 ans. Le smartphone, c'est comme tous les outils. Ça peut être un outil merveilleux ou un outil absolument abominable. Mais parce que les parents n'ont pas la capacité d'apprendre aux enfants, mais personne n'a la capacité d'apprendre aux enfants, ni à qui que ce soit, à utiliser les nouveaux outils de communication. Et donc soit on dit, ben non, on n'en veut pas, et on va se priver vraisemblablement d'un développement technologique particulièrement intéressant, ou alors on apprend à les utiliser, ça va demander du temps, et surtout à nous qui avons les temples grises. Les gamins de 10 ans, ils n'ont aucune difficulté à s'approprier un outil numérique qu'ils n'ont jamais vu, que ce soit une Game Boy, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette. Nous, il nous faut un peu de temps. D'autres choses à propos des images? Oui, vas-y. Est-ce qu'on n'assiste pas, ça va peut-être paradoxalement, à une espèce de censure inversée, le fait qu'avant on cachait les images, maintenant on est tellement abreuvé, bombardé, du coup on ne peut pas dire on cache les images de choses, on en montre tellement qu'il y a une sorte de censure par excès, et que du coup on ne peut plus réagir tellement on est pris tellement. Donc ça fait une espèce de censure plus difficile à voir, plus difficile à combattre. C'est très intéressant parce qu'effectivement cette massification fait que ça devient noyé. Il n'y a pas besoin de censurer, au contraire, la censure viendrait mettre en lumière l'image. D'où aussi, j'allais dire, certaines techniques publicitaires. Ah, pardon. Je suis tout à fait d'accord. C'est une idée qui est très intéressante que vous soulignez, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui l'enjeu pour qu'une image soit invisible, c'est pas de la censurer, c'est de ne pas lui donner de visibilité en termes d'algorithme, en termes de plateforme, pour que finalement elle ne soit pas vue, elle soit noyée dans une masse, perdue
attendu, avec très peu de vues. Et c'est tout l'enjeu aussi, notamment en publicité, en marketing, d'être dans le sensationnel, ce qui va choquer, d'être toujours à la limite de ce qui va être autorisé pour, j'allais dire, voilà, capter l'attention. L'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est pas de censurer, mais d'arriver à capter l'attention pour qu'une image soit vraiment vue. C'est un très beau thème à développer. Souvenons-nous des affiches de Toulouse-Lautrec qui faisaient la publicité des boîtes de nuit, notamment de Moulin Rouge. Et c'était des images qui, à l'époque, étaient proches de l'image scandaleuse. Vous vous souvenez que le premier cinéma a été créé à La Ciotat? Et est-ce que vous vous souvenez du premier film qui a été projeté? Et vous vous souvenez des réactions des spectateurs dans la salle? Ils étaient absolument effrayés. Ils voyaient arriver, ils avaient peur de prendre dans la figure la locomotive qui rentrait dans la gare. Mais c'était absolument, c'était magique, quoi. Et c'était hier, c'était il y a 50 ans. Ce qui est amusant, c'est que j'ai vu la projection des premiers films des frères Lumière, la sortie des usines Lumière. Et quand on voit ça, on se prend à regarder ces vieux films, on se prend à les regarder détail par détail. On les regarde, on va les regarder d'une manière différente parce que pour moi, les vidéos, on nous envoie maintenant. Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est vieux que notre cerveau... C'est parce qu'on est décalé par rapport à ce que l'on voit. Et quand on voit des images de mariage d'il y a 50 ans, les gens étaient habillés de manière complètement différente. Donc notre attention est attirée davantage par le contenu de l'image que par le message. En gros, une photo de mariage, il n'y a pas un grand message, ni politique, ni symbolique, ni philosophique, mais c'est l'habillement à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est ça. Enfin, on fait la même chose lorsqu'on ouvre les boîtes à photos familiales et on retrouve des vieilles photos, on dit, mais t'as vu comment ils étaient habillés. Et peut-être que le noir et blanc était aussi plus significatif. Aujourd'hui, peut-être que le message de l'image est transfiguré par la couleur. Et quand on regarde ces photos-là, l'artiste s'est attaché à utiliser peu de couleurs. Et là, il n'y en a pas du tout. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, effectivement, pour compléter et rebondir sur ce que tu as dit, Jean-Pierre, je pense qu'il y a aussi un enjeu dans la vitesse de diffusion de l'image. C'est-à-dire qu'en une minute, il y a peut-être moins de plans, de cadrage qui nous étaient proposés qu'aujourd'hui, alors selon évidemment les films, les séries ou autres, mais c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'en fait notre œil n'a pas la capacité finalement de disséquer l'image selon la vitesse à laquelle elle va être propagée. Donc peut-être que c'est ça qui fait que notre attention est un petit peu plus suspendue. Ça va de plus en plus vite, c'est maintenant, même sur Netflix. Exactement. Les plans moyens, c'est 4 secondes. Il faut que voilà. Même il y a des gens qui en plus regardent en accéléré, on regarde 5 ou x2. C'est ça. Donc tout le fait qu'on accélère la diffusion. Ouais, parce que les réalisateurs de cette série ont complètement intégré que le temps d'attention porté à une image, c'est 7 secondes. Donc ils ont complètement intégré. Donc ils font des plans de 4 secondes, donc, dans le temps d'attention, ils arrivent presque à mettre 2 messages en même temps. Il y a comme je vois maintenant des plans plus contemplatifs, plus longs, c'est vu comme tout de suite comme étant ennuyeux. Donc ça marche à l'envers, dès qu'ils s'adaptent, c'est nous qui devons nous adapter à l'image et non pas l'image à nous. Vous vous souvenez du film Les temps modernes de Chaplin? C'était quoi?
Au lieu que ce soit la machine qui s'adapte à l'homme, qui devienne un outil pour lui faciliter la vie, c'est juste le contraire. C'est le pauvre Chaplin qui doit accélérer de plus en plus sa production. Ça n'a pas beaucoup changé depuis le film. Est-ce que finalement, les images ne sont pas une ouverture fabuleuse de notre propre monde, de notre propre vie, qui est quand même finalement une vie assez simple, assez réduite? Est-ce que ce déferlement d'images qui nous entoure n'est pas une formidable ouverture qui nous sur un monde dont on pourrait même pas soupçonner l'existence? À ce moment-là, si c'est le cas, c'est une question d'usage de ces images. Nous avons une technologie qui est formidable. La connaissance est là, à notre portée. À nous donc faire l'usage qui nous convient. Personne ne nous oblige à être sur les réseaux sociaux, à passer une soirée entière devant des séries qui ne finissent jamais. La vie est une affaire de choix. Moi, je trouve que finalement, c'est assez formidable. Et c'est très juste, effectivement. C'est vrai que c'est là où c'est vraiment notre liberté, et j'allais dire, voilà, notre faculté aussi de dire, je mets un arrêt sur l'image, je prends, mais vraiment au sens qui n'est pas je consomme des images, mais je me nourris des images qui m'apportent quelque chose, qui sont une ouverture, effectivement, sur des nouveautés, sur une création, et je refuse, peut-être, voilà, certaines images qui sont dictées par des algorithmes. En tout cas, je sais qu'elles existent, mais je ne les fais pas miennes, je ne les fais... Voilà. Et il y a quelque chose qui, finalement, oui, qui participe aussi à la formation qu'on se fait de l'esprit critique. Et je sais qu'il y a des interventions sur l'esprit critique qui ont déjà eu lieu, voilà, sur ce thème qui est très important. Mais effectivement, c'est fondamental. On a, face à cette multiplication des images, il y a un enjeu d'exercer sa propre liberté et sa capacité de jugement. Je dispose d'une encyclopédie qui est... C'était l'équivalent de l'encyclopédie Larousse, mais qui était davantage orientée pour les matheux. Et mon père m'avait offert cette collection de dictionnaires. Je devais avoir 12 ans ou 14 ans. Ça doit faire 60 ans, non, j'exagère, 50 ans que j'ai plus ouvert un seul des volumes, alors qu'à l'intérieur, il y a des images, des cartes qui sont absolument merveilleuses. Mais lorsque j'ai besoin de faire une recherche, ben, je fais comme tout le monde. Je vais au plus facile et au plus rapide, je googlise, et 3 minutes après, j'ai la réponse. Alors que lorsque je plonge dans ces ouvrages, je passe d'une page à l'autre, d'un volume à l'autre, et je me plonge tellement dans ce récit merveilleux, parce que l'écriture est belle, les images sont belles, la façon la rédaction des articles est belle. Donc, on est dans un environnement de beauté, on n'a pas envie de s'en séparer. Et à côté, on a des choses à faire, donc on ne peut pas rester éternellement dans la douceur et le plaisir. Il faut passer aussi à des choses un peu profitables pour redevenir néo-économiste. Est-ce que vous utilisez plus facilement des dictionnaires ou Internet? Tout dépend de l'humain. Et puis du temps dont tu disposes et de ce que tu as cherché. D'autres choses? Pour continuer à nous régaler de ces belles images? Alors Isabelle nous a privés, mais en même temps nous a régalés. Bon, vous voulez qu'elle revienne l'année prochaine? Ouais. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Merci beaucoup Isabelle. Et merci à toutes et à tous.